Ok, ben, comme il a dit, je suis Nicolas Betty, je suis chercheur au Centre suisse de recherche scientifique en Côte d'Ivoire. Je suis heureux d'être là ce matin. Je devais normalement présenter hier, mais l'ambassade du Canada à Abidjan a eu des problèmes techniques pour imprimer mon visa et ça m'a pris 3 jours de retard. Donc, alors, je vais donc faire un exposé sur l'adaptation aux effets des changements climatiques au niveau des populations des quartiers précaires à Abidjan et aussi montrer quelques stratégies d'adaptation que nous avons mis en place pour renforcer les capacités des populations. Donc, voilà à peu près comment on va s'intituler notre exposé. Alors, comme vous savez, les changements climatiques entraînent des modifications durables des paramètres statistiques du climat global de la Terre. Et nous avons en fait une sorte d'influence extérieure et des activités humaines qui produisent donc plus des activités même inhérentes à la Terre, qui provoquent donc ces différentes modifications au niveau du climat. Et il y a un consensus autour des scientifiques qui disent que la plupart des changements climatiques observés au cours des 60 dernières années sont attribuables à l'action humaine et au combustible. Donc, et selon l'OMS, les changements climatiques pourraient avoir des répercussions significatives sur la santé. Et c'est pour ça que nous avons mis en place ce projet pour permettre aux populations justement de faire face aux effets qui pourraient être induits par les changements climatiques, qui peuvent être des effets directs ou indirects. Alors, les changements climatiques, en fait, entraînent des transformations écologiques et environnementales, c'est-à-dire les environnements où les gens vivent, et dont ces derniers dépendent, changent également selon les effets. Donc, nous avons donc des pathologies meurtrières qui sont très sensibles aux conditions climatiques, dont notamment le paludisme, la diarrhée, les vers intestinaux et la malnutrition. Ça, c'est vraiment ce qui a été révélé par l'OMS en 2007. En Côte d'Ivoire, le phénomène est très remarquable avec ces 3 dernières années où on a observé une irrégularité au niveau des pluies ou alors une très mauvaise répartition. Nous avons beaucoup d'inondations, notamment dans les quartiers précaires et aussi au niveau de l'érosion côtière. Alors, il y a eu une remontée de la mer qui est de 1,8 m par an depuis quelques temps. Et les études ont montré qu'une élévation d'1 m du niveau de la mer pourrait inonder 1800 km². Donc ça veut dire à peu près toute la ville d'Abidjan pourrait s'effacer. L'autre phénomène qui se déroule en Côte d'Ivoire, c'est l'urbanisation qui a des répercussions démographiques. Et on note donc une prolifération des quartiers précaires. Et le phénomène s'est aggravé avec les 2 crises qu'a connues la Côte d'Ivoire depuis 2002, qui s'est accentuée en 2010 par tout ce que vous savez. Et le fait, c'est que les populations de ces quartiers n'observent aucune règle, donc s'installent de manière anarchique et vivent donc dans des conditions très difficiles où on observe qu'il n'y a pas du tout les infrastructures pour le drainage ni l'hygiène. Alors, donc, ce qui se traduit donc par une grande quantité d'eau polluée, véhiculant donc des maladies. Nous avons une restriction au logement et un risque accru d'exposition aux égouts et aux produits chimiques dangereux. Alors, donc, notre objectif, c'était donc d'identifier les effets de la variabilité des changements climatiques sur la santé humaine et de renforcer les compétences des populations pour une meilleure adaptation à ces effets. Donc, il s'agissait en quelque sorte d'identifier les principales maladies parasitaires humaines qu'on rencontre dans ces quartiers, d'analyser les logiques sociales et culturelles qui sous-tendent les comportements sanitaires des populations de ces milieux et de conduire des activités d'apprentissage structurées afin de promouvoir les stratégies d'adaptation et enfin d'évaluer donc l'impact socio-sanitaire des stratégies qu'on avait mises en place. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la Côte d'Ivoire se situe en Afrique de l'Ouest, donc l'étude a été conduite dans cette partie, à Abidjan. Donc nous avons pris un quartier du nord d'Abidjan qui s'appelle Yopougon. Alors, les 2 quartiers, nous avons pris 2 sites. Voilà à peu près comment ça se présentait avant notre étude. Donc, un quartier, jusqu'au Yoplait et jusqu'aux Pays-Bas. Donc, voilà à peu près comment le quartier se présente. On appelle Pays-Bas justement parce qu'il est sur une pente. Alors, au niveau épidémiologique, nous avons étudié 2 maladies, comme j'ai dit, le paludisme et les maladies helminthiennes. Donc,
au niveau du paludisme, nous avons fait une identification des gîtes larvaires. Comme vous le voyez sur les photos, le principe, c'est une méthode qu'on appelle le dipping, c'est d'identifier les différents gîtes et de faire un prélèvement de l'eau dans ces gîtes pour récolter les larves. Ces larves sont ensuite élevées au niveau des laboratoires, puis identifiées à l'émergence. Ce qui nous a permis au niveau larvaire d'obtenir à peu près 889 larves de moustiques. Et lorsqu'on a fait l'identification, on s'est rendu compte que d'un quartier comme de l'autre, nous avons 3 genres de moustiques qui sont dominants, dont le genre Anopheles, qui est le principal vecteur de paludisme, et le genre Aedes, notamment Aedes aegypti, qui est le vecteur de la fièvre jaune. Nous avons également essayé de capturer les moustiques adultes qui viennent piquer l'homme quand il dort. Donc c'est une stratégie de capture de moustiques par l'appât humain. C'est l'homme qui se constitue en appât et donc il capture tous les moustiques. Nous avons mis en place 2 équipes qui ont fait la capture. Après, tous les moustiques ont été identifiés au laboratoire et au terme de cette identification, nous avons pu comptabiliser à peu près 3000 moustiques. Et c'est exactement les mêmes genres qu'on a retrouvés au niveau des adultes avec une dominance de l'espèce Anopheles gambier et aussi Anopheles aegypti au niveau des Aedes. Alors, nous avons donc pris toutes les femelles d'Anopheles gambier. Nous avons procédé à la dissection pour extraire les glandes salivaires afin de voir celles qui ont des sporozoïdes infectés. Et nous avons donc pu ressortir donc les sporozoïdes, comme vous le voyez à partir de la glande salivaire. Par la suite, nous avons fait des prélèvements. Des prélèvements au niveau des enfants en âge scolaire. Et déjà, pour faire la goutte épaisse et le frottis sanguin, aussi pour faire les lames de catocase, c'est-à-dire on faisait le prélèvement des selles et du sang. Et ce qui nous a permis d'obtenir un indice plasmodique de 57,55, ce qui est extrêmement élevé. C'est vraiment ce qu'on appelle dans le paludisme la zone hyper endémique, au niveau de quel que soit le quartier. Et dans l'autre quartier, Pays-Bas, qui est au bas-fond, vous voyez, on est pratiquement à 81%. C'est-à-dire que lorsque vous prenez 10 enfants dans ce quartier, vous trouvez 8 qui portent justement ça. Et nous avons identifié 2 espèces de plasmodium, le falciparum qui est dominant et aussi le malarié, mais nous avons aussi eu des cas d'infection mixte.